Shame on the house of Ptolemies for such barbarity. But you are enemies. He was a consul of Rome! A consul of Rome. Un extrait de la série télévisée Rome, on en parle aujourd'hui en 2 épisodes dans le podcast Paroles d'Histoire. Tout de suite, les origines et le contexte de création de la série. Nous allons parler aujourd'hui de la série Rome, d'abord diffusée aux États-Unis sur HBO, Home Box Office à partir de 2005, diffusée en France sur Canal+. On va en parler avec 3 invités que je suis heureux d'accueillir. D'abord 2 vétérans du podcast, sont un peu les Lucius Vorenus et Titus Pullo de Paroles d'Histoire. Clément Salviani, doctorant contractuel à l'INHA, chargé de cours à Paris 1 et l'Université de Cergy. Et puis Vivien Barrière, maître de conférence en histoire et archéologie à l'Université de Cergy, ainsi que Victor Feignard, qui est doctorant à l'Université de Caen, qui travaille sur la représentation de l'histoire au cinéma et dans les séries télévisées. Et on va donc parler de cette série, tout en ayant, je pense, tous une pensée pour les candidates, les candidats qui sont en train de plancher en ce moment pour les épreuves de l'agrégation externe d'histoire. C'est demain, je crois. Alors c'est demain, le jour où on enregistre, mais le jour où on est diffusé, ce sera en plein milieu. Donc on a une pensée en tout cas. J'espère qu'ils nous écoutent pas, qu'ils se reposent et qu'ils révisent ou qu'ils travaillent, mais après peut-être, en tout cas, on pense bien à vous. Et puis on remercie évidemment le studio le 57 qui nous accueille pour un podcast dont on espère que le son sera encore mieux que d'habitude. Et puis enfin, on remercie, on fait une petite dédicace à Elvire Bornand qui avait insisté pour qu'on fasse cette émission. Et grâce à elle, eh bien, moi je me suis plongé dans la série Rome que je ne connaissais pas, que j'ai visionné assez rapidement avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Et je vais commencer d'ailleurs par vous demander les uns et les autres comment vous êtes tombés sur cette série, quelles ont été vos premières impressions, soit en étant déjà pétri d'histoire romaine, soit en la découvrant par ce biais. Victor. Moi, c'était justement en arrivant à l'université. On avait un cours donc, sur l'histoire romaine, et exactement cette période, et nos professeurs nous ont directement recommandé la série pour illustrer, pas forcément comme un appui du cours, en nous expliquant qu'il y avait toute la période qui était représentée. Il y avait pas mal de choses qui étaient plus simples à appréhender dans justement la série qu'un cours magistral, vu que c'est quand même une période assez complexe, la chronologie, ce genre de choses. Alors une découverte qui ensuite vous a donné envie d'y travailler pour un master, donc c'est là-dessus qu'on va s'appuyer en partie aujourd'hui. Pour Clément, ça a été assez tardif, je crois. Oui, moi j'ai découvert la série Rome en fin 2014, au mois de décembre 2014. Je préparais l'agrégation et donc j'avais déjà une licence d'histoire, une licence d'archéologie, un master et le programme de l'agrégation en histoire ancienne, c'était le monde romain, 70 avant, 73 après, donc cette phase qui va du consulat de Pompée, pour le dire simplement, jusqu'au recensement de Vespasien, donc le début, la fin des guerres civiles d'une certaine façon, l'avènement du Principat comme régime et la première partie du Principat jusqu'au Flavien. Et c'est donc un peu spontanément qu'au mois de décembre, m'ennuyant un week-end, je me suis dit, allez, ça fait des années qu'on m'en parle de cette série, elle a bientôt 10 ans. Et si je la regardais, et je l'ai littéralement démoli, dévoré en 2 jours. J'ai commencé le vendredi soir vers 18h et 19h, je sais plus, je l'ai fini le dimanche dans la foulée, sachant que c'est qu'une série en 2 saisons, donc il y a 22 heures à peu près à regarder, ça vous donne une idée du rythme de binge-watching, comme on dit. Voilà, je l'ai littéralement aspiré la série, et je l'ai pas regardé tant de fois que ça, c'est pas une série que j'ai regardé beaucoup. Beaucoup de gens regardent 3 ou 4 fois la même série. Moi, je l'ai regardé que 2 fois. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très marquantes et qu'on retrouve très facilement sur YouTube. Donc, des fois, quand j'ai envie de me faire un petit grain de nostalgie, je vais regarder un passage sur YouTube. Voilà. Et pour Vivien ? Eh bien, moi, je venais de quitter les lettres classiques pour me convertir à l'archéologie, mais en tout cas, j'étais déjà pur antiquisant. Donc, c'était une série qui était faite pour moi, que j'ai voulu essayer. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est 2 choses. D'abord, mettre un visage sur des noms qui m'étaient familiers, mais il manquait un peu de chair encore. Et puis, j'avais particulièrement apprécié le personnage de Cicéron, dont j'avais lu beaucoup de choses. Et là, qui prenait corps, qui prenait un visage, on en reparlera peut-être plus tard. Et donc, j'ai vraiment accroché, puis j'ai déroulé la série, acheté les coffrets, voilà. Alors du coup, on est tous dans un rapport un peu ambigu qui est propre aux historiens, aux historiennes qui utilisent comme ça les productions de la culture populaire. À la fois, ça nous intéresse, ça nous fascine, ça nous intrigue, et puis évidemment, on est tenté parfois d'avoir une forte distance parce qu'il y a des choses qui nous semblent outrées, qui nous semblent exagérées, parfois peut-être même fausses. Les personnages mélangent des personnages réels, les personnages de fiction, donc c'est un objet un peu singulier. On précise une dernière chose avant de commencer, c'est qu'il y aura évidemment des spoilers, non seulement des spoilers d'histoire romaine, mais ceux-là sont relativement balisés. César n'a pas
a survécu aux îles de Mars. Désolé de vous l'apprendre si vous l'ignoriez. Hélas. En revanche, il y a des, bien sûr, en revanche, il y a des spoilers aussi pour la série propre, puisque les personnages fictionnels ont des aventures très importantes. Et donc, si vous n'avez pas abordé cette série, que vous voulez en avoir la primauté, peut-être qu'il est plus sage de vous arrêter d'écouter, de visionner, de nous réécouter un autre moment. En tout cas, voilà, sachez qu'on va rentrer dans les différents détails des différents arcs narratifs des personnages. C'est d'ailleurs un élément hyper intéressant de la série, c'est de se servir de ce vide des sources pour faire des personnages dont on a parfois les noms, c'est le cas des deux personnages principaux, de faire d'eux des déclencheurs d'actions plus hautes, plus grandes, plus magistrales, mais sur lesquels on a parfois l'entre-deux qui est un petit peu flou. Voilà. D'utiliser ces personnages secondaires, voire fictifs, a priori de la grande histoire, mais qui sont devenus les personnages principaux de la série, pour en faire, par leur psychologie, leurs histoires d'amour, de romance ou autres, des éléments déclencheurs de faits beaucoup plus grands qu'eux. Voilà. Oui, puis il faut dire que les personnages historiques sont pas pour autant des personnages secondaires, parce qu'on les suit, c'est aussi des personnages principaux, hein, Marc-Antoine, César... Avec et aussi les leurs autres. vicissitudes. Et pour les personnages historiques, on sert aussi du vide des sources, Atia ou la jeunesse d'Octave. Ça permet aussi à la série de développer des arcs narratifs. Alors on va revenir sur tous ces points concernant les personnages. Peut-être qu'avant on peut se pencher un petit peu sur les origines de cette série, le contexte de création. C'est un contexte qui est assez particulier. Je l'ai dit, la première diffusion c'est sur HBO, donc grande chaîne du câble qui diffuse des productions considérables en termes d'ampleur. On sait qu'aujourd'hui c'est HBO qui va diffuser dans quelques semaines la dernière saison de Game of Thrones. Donc c'est vraiment la chaîne privée qui a le plus de moyens de production. C'est important évidemment pour le genre de série que cela va être. Et c'est une série qui a donc été diffusée à partir de 2005 dans un contexte qui est assez singulier. Alors Victor, peut-être dire quelques mots sur ce contexte et sur comment elle a été prévue, conçue, préparée cette série. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est une coproduction entre HBO et la BBC, donc c'est pas leur première, ils avaient déjà fait Band of Brothers, donc déjà des séries avec une ambition scénaristique et une ambition matérielle énorme, et donc Rome, pendant une dizaine d'années, ça reste la série la plus chère de l'histoire, avec donc 100 millions de dollars pour la première saison, ce qui est le budget de Gladiator 5 ans plus tôt, et donc on parlait de Game of Thrones, il faut attendre la saison 6 de Game of Thrones pour atteindre un budget équivalent, donc là on a dès la saison 1, une ambition vraiment démesurée quand on voit ce que donne la série dès que le décor est un petit peu abîmé. Donc les décors justement de la série sont à Cinecittà, ça reste pendant très longtemps également les décors les plus grands de l'histoire, et les producteurs s'amusaient dans des petites interviews à dire on a des décors plus grands que 3, donc c'est sorti l'année d'avant, et donc il y avait toute cette compétition à chaque fois sur le grandiose, il fallait que ce soit plus grandiose que tout ce qui avait déjà été fait avant. Et donc c'est aussi un paradoxe parce que au cinéma, donc quand la télévision est apparue, il y avait une compétition, et donc le cinéma s'est imposé comme le spectaculaire, alors que la télévision ne pouvait pas se permettre ce genre de choses. Et donc comment c'est possible qu'une fiction historique, une fiction péplum, donc qui est vraiment l'incarnation du cinéma, de l'extraordinaire, du spectaculaire, puisse arriver à la télévision. Donc, il y a aussi tout ce paradoxe qui est intéressant sur la série Rome. Le projet, il a mûri pendant 7 ans. Ils l'ont proposé à HBO, ça a mis longtemps à se monter. Donc c'était un dialogue entre William MacDonald et John Milius. Donc William MacDonald, il n'a pas fait grand-chose. Et par contre, John Milius, il avait déjà officié comme scénariste. Donc il avait fait Les Dents de la Mer. Enfin, il avait corrigé Les Dents de la Mer. Il avait fait Apocalypse Now. Donc là, grand film à son honneur. Alors, et il avait également... John Milius, on va donner peut-être une référence pour celles qui ne connaissent pas. C'est un personnage assez central d'Hollywood, assez controversé aussi. Si vous voulez vous en faire une idée, il y a notamment le personnage joué par John Goodman dans The Big Lebowski, les frères Cohen, Walter Sobchak. En fait, c'est une incarnation d'un John Milius un peu raté, qui serait pas producteur de cinéma, mais qui passerait son temps à jouer au bowling, parce que c'est quelqu'un, John Milius, qui a une passion des armes à feu, qui se décrit lui-même comme étant de droite, un peu anarchiste de droite, mal accepté dans l'Hollywood plutôt évidemment libéral de gauche que l'on connaît. Donc un personnage très atypique, mais en même temps très respecté pour ses qualités d'écriture, pour son talent à donner vie à des projets, pétri aussi de ses propres valeurs, dans un code de l'honneur un peu désuet à Hollywood, mais qui tient en grande importance. Donc il est l'une des chevilles ouvrières du projet. Exactement, et tout son rapport donc avec la guerre du Vietnam, où comme le personnage de Walter Sobchak, il peut pas s'empêcher d'en parler à chaque interview. Et donc justement, ça amène à son fait d'armes, donc réaliser et scénariser Conan le Barbare. Et donc juste après, il propose le scénario de Rome, donc qui met du temps à se monter. Normalement, là-bas, c'était pas la période qui va être représentée dans la série. Et au bout d'un moment, donc la HBO donne son aval et recrute donc Bruno Heller pour showrunner la série. Donc Bruno Heller qui ensuite va showrunner Mentalist ou maintenant Gotham, donc qui a commencé avec Rome, mais qui ensuite s'est illustré dans le petit monde des séries télévisées.
Et voilà, enfin, le projet se monte comme ça, avec ces 3 personnages, et donc après une coproduction avec la BBC et une diffusion avec la Rai, donc une chaîne italienne. Alors on pourrait revenir parce que d'ailleurs en Italie on n'a pas C'est forcément apprécié la manière Voilà. dont les anglophones s'emparaient de l'histoire romaine. Certains ont été très, très critiques. Juste avant, peut-être dire un mot de ce contexte. Vous l'avez dit en mentionnant Gladiator, le début des années 2000, c'est quand même un moment où le péplum qui était passé de mode est revitalisé, revient en force. Alors Gladiator, justement, Clément, si on y revient un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas trouver des parallèles entre l'histoire de Gladiator, de Maximus joué par Russell Crowe, et puis les personnages principaux de Rome? Il m'a semblé, en revoyant les deux, que d'une certaine façon, Vorenus et Pullo, les 2 personnages de Rome, c'est presque un Maximus dédoublé, c'est presque des personnages qui font écho à ceux de Gladiator. Et je me permets juste de dire, la VF de Pullo, c'est la VS de Russell Crowe. Donc il y a aussi peut-être, en fonction du visionnage, un imaginaire qui se construit sur cette question. Il y a cette idée du déclassement après avoir été officier, voire officier supérieur, enfin ce déclassement social lors du retour à la guerre. Alors, pour Maximus, il n'est pas voulu ce déclassement social puisqu'il est, il fait partie, il est exclu par un complot qui vise à l'écarter du pouvoir, tandis que Vorenus et Pullo représentent un petit peu ces 2 vétérans qui reviennent de guerre et qui savent plus quoi faire de leur vie ou si peu. Alors là Après, aussi c'est fondamental puisqu'on est en 2005 quand on est en la série est 2005, diffusée, et 2005 la question des vétérans elle est directement posée. Et oui, parce qu'on est depuis 2001 dans un rapport de guerre qui est constant pour les États-Unis d'Amérique, avec la guerre d'Afghanistan, puis la guerre d'Irak. Toutes ces opérations militaires qui vont mobiliser souvent des jeunes gens, qui s'engagent dans l'armée par investissement personnel, pour des valeurs aussi, pour réagir aussi à l'attaque forte qu'ils ont subie. Et le problème des vétérans, il n'est pas neuf aux États-Unis. Le rapport de Milius au Vietnam n'est pas non plus anodin là-dedans. Le fait est que le retour à la vie civile de ces vétérans américains occasionne souvent des phénomènes de déclassement sociaux. Alors, si on devait faire un schéma, les 3 trajectoires possibles, c'est le déclassement social et la vie de sans-abri. C'est le cas d'énormément, malheureusement, de vétérans américains. La vie politique, pour beaucoup d'entre eux, ils capitalisent sur ce passé de war hero. John McCain était un de ces exemples. Ou sinon, ils s'engagent dans l'entreprise, dans la vie de salarié, comme beaucoup. Mais voilà, pas n'importe quelle entreprise, d'ailleurs des entreprises de sécurité. Souvent des entreprises de sécurité, exactement. On retrouvera ça dans la série, il y a des allusions très directes. Très directes. Le savoir-faire guerrier, finalement, il est transposable dans la vie civile romaine. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais ce rapport d'anachronisme aux vétérans de guerre, puisque si certes l'armée romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ connaît des formes de professionnalisation évidentes, ce rapport de retour à la vie civile qui serait absolument traumatique, etc., est à mon avis un peu surfait, enfin un peu surgrossi dans la série Rome pour créer du scénaristique justement. Et bien sur ce contexte du début des années 2000 pour rebondir. Un point commun que je vois entre Gladiator et Rome, c'est aussi que on gagne le peuple par le combat. Et, bon, évidemment, il y a ça dans Gladiator avec ces cris Maximus, Maximus, qui sont repris par la foule. Et on l'a également dans la série Rome quand les 2 protagonistes, premier spoiler, Vorenus va sauver Pullo dans l'arène. Et là, c'est pas le cri de la personne, c'est le cri de la Légion. C'est le cri de la Légion. Et c'est 13e, qui est la Légion dans laquelle la Légion césarienne dans laquelle tous les 2 servaient. Pour reprendre sur ces années 2005, je crois que c'est aussi la sortie de 3. En tout cas, c'est 2004. Mais voilà. ça s'enchaîne. Donc, on est vraiment en train de s'interroger effectivement sur la guerre en Irak. Et 3, c'est un film pour ne pas faire la guerre, quoi. C'est un film qui est très qui porte des idées vraiment pacifiques de refus de la guerre, avec Achille, le guerrier absolu, qui finalement ne veut pas se battre. Bon, il est obligé, mais il veut pas. 2007, 300 de Zack Snyder. Paradoxalement, ils arrivent à mettre un vétéran là-dedans, alors que ça parle de Sparte. Alors qu'à Sparte, il peut pas y avoir de vétérans, parce que on rentre victorieux, mais on rentre pas défait. Et ils arrivent à inventer Délios, ce Spartiate qui est borgné, que Léonidas renvoie pour raconter l'histoire. Donc même dans quelque chose qui est complètement incroyable, on arrive à mettre des vétérans. Donc on est vraiment... Avec aussi dans 300 un rapport culturel qui est plus fort, c'est qu'à la base la BD de Frank Miller, elle est radicalement, disons-le, identitariste. Voilà, c'est un combat de la civilisation contre la barbarie, contre l'Orient et contre les Irakiens. Et donc contre les Irakiens. Avec toute la parodie de Xerxès. C'est ça, l'espèce de tyran oriental efféminé, l'homme dans son palais avec ses mignons et ses eunuques. Il y a tout un tas de représentations culturelles qui se mêlent
dans ces films qui sont pas d'ailleurs totalement anodines politiquement, voire même complètement à charge. Hein, oui, mais même 3 qui donne pas forcément un rôle particulièrement négatif ou manichéen ou troyen. Non. On retrouve ces thématiques qui quand même obsèdent Hollywood et les États-Unis. Alors le parallèle entre, pour revenir à Rome et Gladiator, il me semble aussi très net dès les scènes d'ouverture, puisqu'on a des scènes d'ouverture presque exactement comparables, c'est-à-dire on est dans des retranchements romains, on est dans une guerre menée aux confins de Rome, géographiquement on est en Gaule d'un côté, en Germanie de l'autre, et puis on est du côté des Romains qui font face à des barbares, qui sont en train de les soumettre, et puis cette fin des guerres extérieures se répercute finalement sur les intrigues politiques intérieures. Là, il me semble qu'il y a même presque un clin d'œil des créateurs de la série à ce qui a été fait du côté de Gladiator. Évident, enfin il y a un clin d'œil évident, et même la série directement s'illustre avec des plans qui sont très différents de Gladiator. Gladiator, c'est des plans d'ensemble, il y a des catapultes, des flèches enflammées. Là, on est vraiment à la caméra à l'épaule, on voit la mêlée, les soldats, ils sont pas propres, ils sont en sueur, en sang, il y a le roulement, donc qui, selon les scénaristes, est vraiment le sommet de la dernière recherche en histoire militaire, où les sifflets, l'homme qui quitte la mêlée, qui quitte la légion et qu'on doit ramener, qu'on doit récupérer. Il y a vraiment tout un imaginaire. Enfin, on peut penser à Gladiator, mais moi, ça me fait penser à la scène d'ouverture de Soldat Ryan. C'est ça, c'est vraiment l'imaginaire de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement. Oui, parce qu'on est à l'époque aussi où tout un courant de la recherche en histoire antique, en histoire militaire antique, je pense notamment à Victor Davis Hanson, s'intéresse au choc du combat. Comment est-ce que le soldat, le combattant, le guerrier, le milicien antique est secoué par le combat? Quel est le facteur psychologique au combat? Quelles sont les ambiances sonores, olfactives, tactiles tout simplement du combat? Comment est-ce qu'on porte son bouclier? Est-ce qu'il faut de la musique, du son, des tambours pour marcher au pas? Et justement, ce qui est très vrai, c'est que au tout début donc de cette toute première scène, ça commence à Alésia, 52 avant Jésus-Christ, et on voit ce roulement de... En Bourgogne, précise bien. Précisément. Alésia, donc en Bourgogne. On voit ce roulement des légionnaires romains qui sont... avec leur côte de mailles, leur casque parfois en bronze, parfois en fer. À l'époque, on est à une époque de transition, et qui justement ont ce roulement mécanique qui est dicté par les officiers subalternes et supérieurs, qui permet de faire face, d'encaisser le choc et d'alterner les soldats au front en première ligne et de changer comme ça avec ce dispositif mobile de roulement qui est vraiment caractéristique de la légion dite marienne. On peut revenir sur la question pendant des heures, mais cette légion, disons, qui préfigure la légion d'époque impériale et qui... alors là aussi, défaut de représentation, représente une armée gauloise ou celtique très désordonnée, peinturlurée de partout. Alors ça, c'est pas forcément faux, mais qui en gros ne montre aucune disciplina, aucune scientia de la guerre, qui avance un peu en chargeant depuis les bois, quoi. Il y a vraiment une volonté de montrer effectivement l'organisation militaire. Dans Gladiator, il nous montre en gros comme manœuvreraient des militaires aujourd'hui. Il y a des grands généraux napoléoniens, des appuis-feu d'artillerie, il y a la cavalerie, il y a l'infanterie, tout ça est coordonné par le chef qui voit tout et qui envoie ses ordres au fur et à mesure. Dans Rome, on voit effectivement la commande au sifflet d'un chef de terrain, donc on va dire d'un sous-officier, un commandement décentralisé, un centurion. Et là encore, on voit vraiment comment on doit manœuvrer. Dans 300, on a, avec les travaux d'Hansen, effectivement, la phalange, le bouclier qui protège, etc., le choc, la poussée, et tout ça est également très bien rendu dans 300, qu'on a tendance à décrire comme un film assez fantaisiste, pour d'autres raisons, mais qui, pour le coup, pour le rendu l'impression de la phalange, qui ressemble comme une mêlée de rugby, est assez bien, bien fait. Le principe de la poussée collective, d'être ensemble soudés par la lignée des boucliers, le fait que les plus forts sont devant à droite et que ça crée ce décalage que Thucydide, je crois, appelle l'autismos, cette façon que les phalanges hoplitiques ont de décaler vers la droite quand elles s'affrontent l'une l'autre. Non, il y a une représentation assez fidèle, paradoxalement, de ces choses-là. Pour Rome, c'est une série qui a 2 saisons, et c'était pas forcément prévu dès l'origine. Ces 2 saisons, pour le dire simplement, une première saison qui montre les guerres civiles opposant César à Pompée aux Pompéiens, et puis une seconde saison, c'est la succession, c'est-à-dire qui prendra l'héritage de César entre Octave et Marc-Antoine, pour le dire, disons, de la façon la plus simplifiée possible. Alors, est-ce qu'on sait comment ils ont travaillé historiquement lorsqu'ils ont préparé cela? Est-ce que c'était le cadre initial? Vous avez dit tout à l'heure, c'était pas initialement tout à fait la période envisagée, et ça devait pas forcément se dérouler suivant cette narration-là, avec ce rythme-là. Quelle a été la façon d'envisager la périodisation historique dans la série Rome?
Alors, de ce que j'ai vu, donc la série devait commencer une vingtaine d'années plus tôt et donc déjà en fait montrer la domination de Pompée, comment il devient vraiment. Magnus. C'est ça. Et ensuite donc poursuivre avec donc les luttes pour que ce soit pas juste un Pompée qu'on présente dans une petite scène d'introduction comme le grand Pompée le Grand, Oui, c'est sans une voix jamais off. le voir, quoi. C'est une voix off qui passe très vite sur ses réalisations. C'est ça. Et d'ailleurs, les gens qui ne connaissent pas l'histoire romaine peut-être ont du mal à comprendre son statut Voilà. initial dans les premiers épisodes. Et donc normalement on devait montrer pourquoi il avait ce statut. La saison 2 devait donc après donc quand le projet a été modifié et qu'il a été vendu sous cette forme, donc c'était un projet de 5 saisons et normalement ça devait s'arrêter plus ou moins avec la mort d'Auguste et le début de ses successeurs. Et donc la saison 2 qui là brasse une période de 13 ans, enfin même un peu plus, il y a des petits éléments qui sont bien un peu plus tard. Mais donc, il brasse sommairement 13 ans, normalement, devait faire 5 ans, comme la première saison, en réalité, et donc s'intéresser spécifiquement à Marc-Antoine en Égypte, avec une volonté des scénaristes d'enfin représenter Marc-Antoine contre les Parthes, qui est, dans tous les films ou toutes les représentations sur Marc-Antoine, complètement oublié, complètement... C'est passer sous son silence. histoire égyptienne qui a été C'est ça. complètement mis de côté. C'est le fait que pendant des années, il a mis en place un certain nombre de campements de guerre, il a levé des armées pour préparer une grande expédition contre Ça. les Parthes que César voulait lui-même préparer avant de se retrouver acculé sous la statue de Pompée le 15 mars 44. Donc au moment de l'assassinat de César, une expédition contre les Parthes se prépare. Marc-Antoine aurait dû prendre sa suite à ce titre-là. Voilà. Et problème, trop de budget, trop cher, pas assez de rentabilité. Les sources diffèrent. Apparemment, il y aurait eu un incendie dans les locaux à Cinecittà. Il y a aussi une mention d'un dégât des eaux, d'une inondation. Donc, s'il y a eu les deux, c'est vraiment problématique pour les décors. Soit il y en a eu qu'un des deux. En tout cas, une partie des décors a été détruite, ça c'est certain. Notamment le forum, donc une grande partie du forum qui était construit à 60% de la taille originelle du forum. Donc vraiment un dispositif au niveau du décor impressionnant. Et si on perd cette partie-là, on le voit même dans les derniers épisodes, le lecteur qui est là dans tous les épisodes de la série ne fait plus son discours sur le forum. En fait, on voit vraiment matériellement la disparition de ces décors et donc on doit clôturer la série et condenser donc 2 saisons, une seule. Et donc la période et plus de budget pour les combats, tous les problèmes qui peuvent se poser. Alors du coup, c'est une histoire qui est condensée, mais qui est condensée aussi en fonction de choix. Il y a eu des contraintes, techniques, budgétaires, mais il y a aussi eu des choix narratifs. Alors ces choix narratifs, lorsqu'on les regarde du point de vue du spécialiste d'histoire romaine, qu'est-ce qu'il dit sur la façon de représenter les guerres civiles? Qu'est-ce qu'il dit sur les sources utilisées, sur le rapport peut-être au texte, aux sources de la période? Vivien Barrière. Moi, l'exemple là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est dans le dernier épisode de la saison 2 qui s'ouvre avec Marc-Antoine et Vorenus sur une barque. Et au loin, on voit des navires en feu. Et voilà, c'est la bataille d'Actium qu'on ne verra jamais, qui est en fait racontée en une ligne ou deux, par une ligne ou deux de dialogue, en disant voilà, la reine s'est enfuie et Marc-Antoine a pris la suite. Mais parce qu'il n'est pas question de montrer des grandes batailles pour montrer cette histoire bataille. Ce qui était intéressant, c'est comment Antoine va vivre la défaite, comment le plan d'Octave, César Octave, avec ses généraux brillants, en particulier Agrippa, déroule leur plan. Mais ce qui va intéresser tous les derniers épisodes, c'est vraiment les manœuvres, les tactiques, comment ne pas apparaître comme celui qui déclenche la guerre, etc. Donc là, effectivement, on se dégage des sources, parce que les sources ne nous racontent pas du tout l'histoire de ce point de vue-là. Les sources nous racontent une histoire très, très, très augustéenne, puisque celle qu'on a conservée, globalement, chante la version officielle, on va dire. Et pour telle qu'elle a été racontée par Auguste, Octave Auguste. Donc une victoire d'Actium qui est déterminante sous l'égide d'Apollon d'Actium, la lutte de l'Occident contre l'Égypte ptolémaïque avec ce Marc-Antoine qui se retrouve là-dedans. Et c'est pas du tout comme ça qu'elle est racontée. Ça, c'est intéressant. Et c'était pour rebondir, justement, on a exactement le même dispositif avec la bataille de Pharsale et Pompée qui ensuite fait le récit avec un petit plan dans la terre à Vorenus, comment ça s'est passé. Et vraiment, la façon d'un historien, il raconte, mais on ne la voit pas à l'écran. Et c'est le même dispositif qu'après pour Actium. Il y a tout un jeu d'illusion des batailles dans la série. Même pour Alésia d'ailleurs. Même pour Alésia, on est sur les quelques derniers instants, épisode 1, vraiment les 3 premières minutes, c'est Poulot qui sort du rang, qui casse la tête à 2-3
3 Gaulois, puis il faut le ramener de force dans le rang. Il est ivrogne, on l'envoie au cachot parce qu'il a enfreint la discipline de l'armée, donc il faut le punir, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée romaine. C'est loin d'être une discipline autre que de fer. On peut se faire condamner à mort pour plein de choses dans l'armée romaine. Même chose pour la bataille de Pharsale, voilà, qui est complètement éludée. On ne la voit pas, on voit juste Pompée défait, accroché à un arbre avec une blessure à l'avant-bras et rattrapé par les troupes de César et les cavaliers qui poursuivent les fuyards. Il n'y a que pour la bataille de Philippe. Il n'y a que pour la bataille de Philippe, il y a un certain la fin de déroulé. Brutus. Là, on sent qu'ils ont eu le budget, ils ont eu le feu vert quand même des producteurs. En soi, ils se sont dit, il faut qu'on mette en scène une grande bataille, mais on sent que c'est quand même pas l'enjeu principal. Non, c'est pas ça qui a intéressé les elle n'est producteurs. pas très belle non plus. Enfin, Non, voilà, moi, du point de vue des FX, des effets spéciaux, on est quand même 4 ans après Le Seigneur des Anneaux. On sait faire déjà beaucoup mieux pour pas très cher. Et clairement, si on doit mettre un doigt sur ça, c'est que le trop plein de budget, le trop peu de budget au niveau de l'équilibre de ce qui a été fait, ou les ambitions de fait de ne pas dépeindre l'affrontement, l'histoire militaire, fait que la bataille de Philippe en soi est un peu caricaturale, voire un petit peu limitée. Parce qu'en fait, elle se passe sur plusieurs bataille jours. de Modène n'est pas montrée non plus. Oui, Une bataille cruciale. On voit l'avant et l'après. Octave qui l'emporte contre toute attente contre Marc-Antoine. Et par contre, ce qui va être un peu le combat peut-être le plus marquant, c'est celui dont je parlais, l'exécution ratée de Poulot, où là on a peut-être quasiment 10 minutes sur un combat individuel. De combat sanglant en plus, par rapport à la bataille de Philippe, où c'est assez peu il y a même visuel. des ralentis, on voit le sang gicler, il y a vraiment là des membres coupés. Un focus qui a été mis Alors, là-dessus. ce qui est lié aussi au fait que, là j'ai pas les noms des réalisateurs en tête, mais il faut savoir que les séries de ce type sont rarement réalisées par un même personnage sur les 10 épisodes. Et donc très souvent aussi on va avoir tel épisode qui est la scène de bataille avec quelqu'un qu'on va faire venir pour ça. C'est Miguel Sapochnik pour Game of Thrones qui fait ça, qui fait les grandes scènes de bataille, qui a fait les prochaines qui vont arriver, et puis d'autres qui vont plus se charger des scènes intimistes. Donc en fonction du réalisateur de tel ou tel épisode, on va avoir cette coloration. Pour revenir à ma question tout à l'heure, lorsque je parlais des sources et finalement de quelles sont les influences textuelles, c'est aussi quels sont les choix narratifs, et est-ce qu'on sait comment ils ont travaillé, s'ils avaient des conseillers historiques, comment ça a été conçu historiquement, quelle histoire voulaient-ils raconter? Au début, donc ils ont monté tous les décors, et ensuite ils ont contacté des historiens en leur demandant est-ce que c'est bien ce qu'on a fait. Donc, déjà, en termes de rapport avec les historiens, c'était pas forcément très très bien engagé. Donc on peut citer par contre une liste infinie de films où les conseils historiques ont demandé à ne pas être affichés sur les génériques, où ils ont claqué la porte, où c'est vraiment des rapports très très tendus avec le réalisateur. Et donc cette première historienne, c'était Christina Milnor, qui a fait un chapitre justement dans un livre où elle parle de son expérience en tant que approximativement consultante pour la série Rome. Et ils lui ont demandé par exemple un dictionnaire ubuin. Donc c'est une langue, c'est un peuple gaulois. Donc ils lui ont demandé est-ce qu'il y a un bon dictionnaire pour trouver des mots. Elle leur a dit c'est pas possible. Donc elle a dit je vais arrêter le projet, etc. Et donc là la série s'est engagée donc à récupérer le directeur du service des documentaires de la BBC, donc Jonathan Stump, qui est là un très grand historien. Donc il a fait ses études à Oxford, ensuite il a eu une bourse de l'UNESCO pour voyager dans tout le monde méditerranéen. Alors du coup peut-être moins un historien au sens académique, c'est quelqu'un qui s'occupe d'histoire et d'histoire populaire, d'histoire popularisée à travers des documentaires, donc une caution historique finalement. C'est ça, une caution historique. Et là le courant passe très très bien, à tel point qu'il est coproducteur sur la saison 2 et qu'il est sur tous les épisodes, sur tous les commentaires d'épisodes. Donc ce qui est assez impressionnant pour un conseiller historique où normalement les relations sont assez tendues. Alors, dans la manière de mettre en scène cette histoire et de mettre en scène justement à la fois les grands personnages, mais aussi le rôle du hasard, du déclenchement de la grande histoire par la petite, ce que vous disiez tout à l'heure Clément, quelle lecture d'histoire, de l'histoire romaine s'en dégage? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit clairement apparaître au moins 3-4 grandes sources utilisées. Je pense que pour tout ce qui est les réalia, les petites choses du quotidien, les petits gestes de culte, les noms des dieux, certains gestes rituels, on a clairement Cicéron qui parle énormément de religion. On a du Suétone et du Plutarque qui, eux, vont insister sur la biographie. Ce sont 2 biographes. Suétone a écrit la vie des 12 Césars. Alors certes, bien après, un siècle après les événements de la série. Et Plutarque, un tout petit peu après Suétone, lui aussi, qui va être le grand biographe, si on veut, qui écrit les vies parallèles des hommes illustres, avec plus de 50 biographies. Et le biographe avec le plus d'anecdotes croustillantes, scandaleuses, de choses sur le comportement dépravé de Marc-Antoine. C'est là qu'on va trouver beaucoup de matériaux. Et voilà, cette construction psychologisante d'un portrait qui se veut vériste, qui se veut avec une certaine acuité sur les travers, les biais individuels
et une psychologie qui finalement doit refléter les valeurs ou les contre-valeurs du bon romain, avec bien sûr parfois des contradictions internes considérables. Atia, la mère d'Octave, donc la nièce de Jules César, est dans la série représentée comme une dépravée affamée de sexe, une femme qui manigance tout le temps, qui est pesteuse, méchante, mesquine, détestable en réalité, qui va causer un certain nombre de torts à son entourage, alors qu'en réalité elle est décrite dans les sources comme étant la matrone idéale, littéralement la femme romaine parfaite, qui éduque bien son fils, etc. Donc même s'il y a manifestement des sources utilisées à bon escient pour décrire un environnement qui donne une vraisemblance, il y a parfois des choix par les réalisateurs et les scénaristes qui ont été faits de contourner ces sources volontairement pour créer de la dynamique, parce que Atia, on n'en connaît pas grand-chose. C'est exactement ça. Je pense que Atia, on a voulu effectivement la développer, mais on a calqué un autre personnage qui est bien connu par les sources pour nourrir le rôle d'Atia, et cette personne, c'est Claudia, celle qui est connue dans la littérature comme Lesbie, qui est chantée, qui est mentionnée par Cicéron, par des poètes élégiaques, et elle qui est une femme sulfureuse, une femme qui a de nombreux amants, c'est notoire, qui est accusée de relations même incestueuses, etc. Clairement, cette Claudia, elle est calquée, elle a nourri le personnage d'Atia. Donc là aussi, c'est une manière, il y a quand même une bonne connaissance des sources qui sont réutilisées, réinjectées pour la vraisemblance générale, même si c'est pas du tout la véracité historique. Et d'une manière générale, ce qui est, moi, me paraît quand même intéressant, c'est qu'il y a une volonté quand même de pas être, on va mettre en série Plutarque ou Suétone. Il n'y a pas les grandes phrases. Il n'y a pas Alea Jacta Est, il n'y a pas Veni Vidi Vici, il n'y a pas... Et tout brouté, Caïus Technone, toi aussi mon fils. Voilà, c'est ça. L'assassinat de César ne donne pas lieu à ce que tout le monde attend. Toi aussi mon fils. Ça c'est très intéressant, c'est pas illustratif. C'est pas illustratif des sources antiques. Les sources antiques, elles permettent de construire des choses, mais ils se sont ensuite beaucoup amusés avec. Et aussi, je dirais, beaucoup amusés sur le plan causal. C'est-à-dire que qu'est-ce qui provoque les événements ? Il y a évidemment les décisions de grands personnages. César est montré à beaucoup de moments comme omnipotent, comme ayant tout prévu, tout calculé, anticipé un certain nombre de choses. Mais en même temps, le déclenchement de certains épisodes est provoqué par des choses imprévues, inattendues, voire incongrues. Je crois que c'est le 3e épisode qui s'appelle comment Titus Pullo a abattu la République. Le deuxième, dès le deuxième épisode, comment Titus Pullo, donc un vétéran ordinaire, ivrogne et pas très finot, du moins au début de la série, comment il a fait s'effondrer la République en vengeant une querelle privée. En fait, c'est devenu un affrontement politique sur le forum, et c'est ça qui fait basculer Rome dans la guerre civile. Donc, il joue quand même avec la causalité, il joue avec le hasard qui réintroduise dans l'histoire romaine. C'est pas une histoire fatalisante, je dirais. Non. Il y a une manière de montrer finalement l'arrière-scène, le back-office ou le backstage, si on veut, de certains grands événements, pour montrer comment, au fond, les acteurs de l'histoire avec un grand H comme avec un petit H, des petits événements, des grands moments, ont parfois calculé derrière chez eux ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient dire, comment ils allaient réagir à ce qu'on allait leur faire et ce qu'on allait leur dire. Titus Pullo, se dispute avec un parieur, il est ivre dans un boui-boui, dans un lupanar, et il se retrouve sur le forum entourant et gardant physiquement Marc-Antoine qui, en tant que tribun de la plèbe, est physiquement inviolable, sacro-saint, et il le reconnaît, il a un espèce de jet de sang, de coup de sang, parce qu'il a envie ça lui revient, il a ses réflexes militaires, il fait d'une certaine façon, ils se reconnaissent tous les deux, et l'affrontement commence, et c'est là que se déclenche l'idée que Marc-Antoine a été attaqué par les partisans de Pompée sur le forum, et que donc, Marc-Antoine, qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit Rome, il va voir César, il l'informe du fait qu'il a soi-disant été failli être tué par les partisans de Pompée, et donc César franchit le Rubicon, et c'est parti, quoi. Il y a une façon de créer des cascades à partir d'événements intimes, voire de frustration personnelle, pour générer une chaîne de causalité qui est parfois intéressante. Tout à fait. Alors d'ailleurs, peu de gens savent que si César est assassiné, c'est en fait parce que celui qui devait le protéger, Lucius Vorenus, vivait un drame familial. En tout cas, c'est ce que raconte la série. Découvrant l'adultère, attention spoiler, découvrant l'adultère ancien de sa femme pendant qu'il était en Gaule, il revient chez lui furieux, alors qu'il était censé, en tant que néo-sénateur, mais aussi ancien vétéran, protéger physiquement César. Son épaule, comme on dit dans le vocabulaire de la protection rapprochée que nous avons appris depuis quelques mois à connaître. Grâce à Alexander Benalus. Voilà. Et justement, Pullo et Vorenus, en fait, là, un petit peu, ils ont le syndrome Forrest Gump, en fait. Ils produisent les grands événements. Là, c'est pas le Watergate, mais c'est un peu ça. Ils ont vraiment ce syndrome-là, d'être là à chaque fois où il faut pas. Forrest Gump, où effectivement, Forrest Gump est toujours sur la photo, à l'endroit, à chaque grand moment de l'histoire.
d'histoire, et bien là, toutes les grandes batailles, tous les grands épisodes, y compris avec des grands personnages comme Cléopâtre, on pourra y revenir, qui sont croisés, voire davantage. Alors cette vision donc des guerres civiles romaines, elle met quand même en avant un certain nombre de figures, majeures sur lesquelles on peut s'interroger et questionner justement leur représentation. Il y en a deux que je trouve très intéressantes, même si la saison 2, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est moins réussie que la première, que narrativement il y a des choses plus bancales. Il y a quand même deux études de personnages qui sont assez exceptionnelles, c'est Octave et Antoine. Les deux types qui s'opposent, deux figures, deux types de légitimité aussi qui s'opposent, deux origines, un militaire endurci, au caractère un peu fruste, sensuel qui est Marc-Antoine, et puis au contraire quelqu'un d'extraordinairement fin et calculateur, froid, calculateur, manipulateur qui est Octave. Là on a vraiment un parallélisme du point de vue des personnages, pas forcément du point de vue de l'histoire, mais du point de vue des personnages très réussi. Oui, c'est là qu'on retrouve finalement les sources anciennes qui font un large crédit à la réussite intellectuelle et politique d'Auguste, qui a fait avaler la plus grosse couleuvre politique possible à plusieurs dizaines de millions de personnes, à savoir « j'ai restauré la République, mais en même temps, elle est sous mes ordres ». C'est l'idée que Octave, en tant que calculateur froid, qui sait récupérer l'héritage politique de César, qui sait transformer le passif militaire violent de Marc-Antoine en arme contre lui, et aussi ses amours comme une manière de faire passer Marc-Antoine pour un mauvais Romain, parce que ce qui compte pour Octave, c'est les apparences. Et c'est tout ce qui est intéressant de ce jeu entre les scènes dans les maisons, dans les domus, dans ces grandes maisons privées des aristocrates romains, ces grandes familles sénatoriales, où se passent les intrigues, les complots, ce qu'on peut dire ici, qu'on ne peut pas dire dehors, les scènes de sexe avec des gens de rang inférieur, Atia qui couche avec son dresseur de chevaux, Octave et sa sœur qui ont une relation sexuelle ensemble, tout un tas d'événements qui ne se disent pas en dehors, et qui sont là pour en fait calculer les futures apparences de ce qu'on va s'aligner comme politique, puisque la famille est politique, et d'ailleurs nos agrégatifs de l'année le seront bien autant que nous. La famille est un phénomène hautement politique à Rome, sa légitimité, ses valeurs, le nom qu'on se transmet, ses stratégies, ses fidélités personnelles, c'est extrêmement important, et Octave va se montrer comme étant le seul apte finalement à récupérer publiquement l'héritage politique de César, et pas uniquement la gloire militaire qu'il avait acquis lors de ses campagnes. Ça ne suffit plus d'être juste un grand chef de guerre, et dans cette série je trouve que c'est bien montré de voir que la crise est beaucoup plus profonde qu'une simple querelle de chef de guerre, mais elle est en réalité une crise de gestion d'un empire avec un petit E, un empire territorial extrêmement complexe, avec ses particularités régionales, ses rapports de force, ses tensions, ses régions stratégiques, qui a besoin d'une réforme, qui, quelle qu'elle soit, qui a besoin d'être réformée sur le plan politique. Le système républicain, c'est d'une certaine façon la fatalité de Dion Cassius qu'on retrouve au IIIe siècle. Le système républicain était mort de lui-même, il fallait le réformer, et c'était le vainqueur de cette guerre qui pourrait le faire. Donc c'est ça, en ça, qu'on retrouve aussi une autre source, beaucoup plus tardive d'ailleurs que Suétone et Plutarque, qui n'est pas biographique, mais qui est une source presque philosophique de néo-stoïciens, qui cherche à montrer dans cet affrontement entre Marc-Antoine et Octave que celui qui voit le plus loin, celui qui a le plus de nez, on va dire, politique, Octave, calculateur, froid, est celui qui peut triompher. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous tout de suite pour un second épisode sur les différents thèmes brassés dans la série.